Bonjour et bienvenue dans La Routine, le podcast qui explore les habitudes de celles et ceux qu'on écoute, qu'on regarde et qu'on admire. Aujourd'hui, je suis trop contente de t'accueillir, Enzo Lefort. Tu es champion olympique de fleuret depuis donc, les JO 2024. Tu as une médaille de bronze, rien que ça. Et pour toi, j'ai beaucoup de questions. Est-ce que tu es prêt, Enzo? Comment ça va? Je suis très prêt, ça va très bien. Ma journée a bien commencé. Je suis tout à toi. Eh bien, super, merci d'être là encore. Enzo, tu entames une période de rééducation. Tu as été opéré récemment du genou qui t'a fait souffrir pendant pas mal d'années. On va en parler, mais de manière plutôt optimiste, parce que c'est vraiment ta manière, toi, de prendre la chose. Donc, clairement, tu as un esprit de guerrier, mais qui ne se limite pas à la piste d'escrime. Tu abordes cette phase de ta vie donc, avec courage et tu multiplies les projets extrasportifs. Donc, il y a la photo, le podcast, un documentaire. On va en parler aussi sur l'escrime. Donc, effectivement, voilà, tu peux comprendre que j'ai pas mal de questions à te poser. J'insiste sur ce point. Déjà, moi, il y a un truc comment est-ce que je peux dire ça, qui m'impressionne beaucoup. C'est que les sportifs de haut niveau ont quand même une routine, une hygiène de vie assez drastique. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit et c'est ce qu'on voit. Donc ça me met, je te le cache pas, légèrement la pression. Est-ce que toi, tu as une routine, une hygiène de vie hyper stricte? Je pense que plus je prends de l'âge et plus mon hygiène de vie est drastique. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, quand on est plus jeune, on a plus d'énergie. C'est vrai que j'étais peut-être moins sérieux parce que quelques heures de sommeil en moins, c'est pas grave. Parfois, ça m'arrivait de faire un peu la fête avant les entraînements. C'était pas grave, on récupère vite. Mais ouais, maintenant, je vais avoir 34 ans en septembre. C'est plus du tout le cas. Et puis aussi, entre-temps, je suis devenu papa en 2019. Donc, Félicitations. merci, mais les heures de sommeil en moins, c'est plus à cause de la fête, c'est vraiment à cause des nuits entrecoupées. Donc, ouais, c'est plutôt plus je grandis, plus j'ai de l'expérience et plus aussi j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour un peu compenser les dommages de l'âge. Oui, en fait, de l'âge, en fait, 34 ans, c'est jeune, mais pour un sportif, effectivement, c'est encore autre chose, quoi. Je suis, cette année, je suis le plus vieux, le plus âgé de mon vestiaire. Donc, ouais, pour dire 34 ans, là, ouais, c'est comme les chats, en fait. C'est comme si j'avais 62 ans, j'étais proche de la retraite. Donc, c'est quoi, donc, c'est x7, c'est ouais, ça, non, les chats? ouais, on va dire ouais, les chats, c'est x7, mais on va dire que c'est x2 les sportifs. Mais ouais, quand je dis que je suis vieux, les gens me disent, mais non, arrête, t'es jeune. Tu fais, bah ouais, mais dans mon domaine d'activité, bah ouais, je suis proche de la retraite, quoi. Il t'arrive quand même de lâcher un peu les chevaux, d'aller prendre un petit kebab, de boire un petit coup? Mais oui, mais totalement. Ah oui, totalement. Par contre, en fait, c'est ce que je dis. Enfin, je pense que ce sont vraiment des choses qui sont liées à la personnalité. Moi, tu me demandes d'avoir une hygiène de vie, je sais pas, par exemple, comme un Djokovic qui contrôle tout, qui mange, qui a un régime alimentaire hyper strict, qui contrôle ses heures de sommeil, etc. J'ai essayé dans ma carrière. J'ai essayé, je crois que c'était entre septembre et décembre 2015. Je suis allé dîner avec mon coach de l'époque, qui s'appelle Franck Boisdin, qui était lui-même médaillé olympique en 96. Et il me dit, voilà Enzo, pour avoir une médaille olympique, c'est autre chose, il faut vraiment que tu contrôles tout, etc. Je suis ressorti de ce dîner hyper hypé. Tu vois, je me suis dit, bon, tous les soirs, je me mettais au lit à 22h. Je contrôlais tout ce que je mangeais. Je buvais, je sais pas, quand j'allais boire des coups avec mes potes, je buvais peut-être une bière, je buvais peut-être, je sais pas, du jus, des choses comme ça. J'ai jamais été aussi mauvais dans toute ma carrière. C'est vrai? Mais réellement. Ouais, parce qu'en fait, il y avait un truc où j'arrivais et il y avait ce côté un peu spontané qui fait partie inhérente de ma personnalité qui avait totalement disparu. Et en fait, en escrime, c'est drôle par rapport à un type de jeu, tu peux déceler des traits de caractère, de personnalité. Tu as des mecs qui vont camper, toi, qui aiment bien tout maîtriser. Tu en as qui vont être vraiment portés vers l'attaque. Il y en a qui vont C'est tenter quoi des. camper, juste, pardon? Camper, tu fais que défendre. Ok, Tu fais que défendre comme dans Ouais. Counter-Strike. Tu vois les mecs qui se cachent et qui attendent pour sniper. Ben voilà, tu campes. Ça, c'est pour les gamers. Voilà. J'essaie de vulgariser un peu l'escrime. Donc Mais ceux qui sont dans l'attaque, tu disais? ouais, ceux qui sont dans la défense, ceux qui vont faire des coups auxquels tu ne t'attends pas, qui vont avoir des choses un peu plus spontanées. Et moi, je suis plus de ce type. Et en vrai, il y avait quelque chose dans ma personnalité qui était un peu mis sous cloche. Et ça se ressentait dans mon escrime. J'étais devenu ce mec hyper rigoureux, qui faisait une escrime très scolaire, alors que c'est pas moi. Moi, c'est ok, j'ai une bonne base technique, je maîtrise la tactique. Mais ce qui fait de moi l'escrimeur que je suis, c'est que je fais des coups inattendus, des choses auxquelles on ne s'attend pas, parfois un peu folles. Et en fait, c'était ça qui faisait mon ADN. Et en fait, cet aspect de ma personnalité ne se retrouvait plus dans ma discipline sportive.
Et honnêtement, j'ai fait 3-4 compétitions hyper mauvaises, à tel point que j'étais plus dans les clous de la sélection pour entrer en équipe de France pour les Jeux de Rio en 2016. Et en fait, je me suis dit, bah, écoute, tu sais quoi, foutu pour foutu, recommence à kiffer ta vie. Là, parti comme t'es, tu vas pas participer aux Jeux, donc voilà, tu vas pas être malheureux et ne pas participer aux Jeux. Au moins, kiffe ta vie. Mais tout en, comment dire, tout en respectant mon corps, c'est-à-dire que j'allais pas rentrer à 5 heures Oui, du mat et après aller m'entraîner. c'est Non, pas au tout ou rien en fait, ouais, c'est voilà, un c'est ça. équilibre. C'est juste que, bah, je sais pas, le vendredi, si j'avais envie d'aller boire des coups avec mes potes, ben, je sortais. Si j'avais envie d'aller au cinéma et de rentrer chez moi à minuit en semaine, ben, je le faisais. Et en fait, j'ai recommencé à faire des résultats. J'ai été sélectionné pour les Jeux de Rio. J'ai décroché ma première médaille olympique aux Jeux de Rio. Donc, ouais, ça a été une belle leçon de vie. Ouais, puis je trouve que ça peut s'adapter finalement à tout le monde, tu vois. Ouais, c'est ça. Parfois, on est très Mm, drastique, mm. très noir et blanc, et au final, bah, noir ou blanc, et au final, bah, Ouais, effectivement, l'un n'empêche pas l'autre. ouais, bien sûr. Et puis surtout dans le sport, je trouve qu'il y a un peu ce piège de s'inspirer de toutes les idoles sportives. Moi, le premier, je suis un peu matrixé par des histoires avec Michael Jordan, Kobe Bryant, sur l'hygiène de vie, Kobe Bryant. Il y a une photo de lui, il est en pyjama parce qu'il était à 5 heures du mat en train de pratiquer sa main gauche parce qu'il s'était cassé la main droite. En fait, il arrivait avant en salle de muscu à l'entraînement. En fait, tu dis, ouais, c'est comme ça qu'il faut que je fasse et tout. Mais en fait, non, ça ne marche pas forcément pour tout le monde, en fait. Et moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas faire du copier-coller. En fait, il faut déjà apprendre à se connaître et en fait, à trouver en soi la recette qui va nous correspondre et qui va nous permettre d'atteindre le plus haut niveau de performance. Et pour ça, j'imagine qu'il faut être bien entouré. Est-ce que tu as une équipe, enfin, j'imagine que oui, mais nutritionniste, préparateur physique, coach mental, Bah, kiné en ce moment, on en j'imagine? vient à mon côté un peu spontané. C'est vraiment, honnêtement, ouais, je travaille avec une prépa mentale depuis peut-être 2019-2020, mais on n'a pas un suivi vraiment assidu, dans le sens où je la vois peut-être 2-3 fois par an. Donc, c'est plus en mode briefing, débriefing. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Elle donne quelques petites clés pardon, pour m'ancrer dans l'instant présent, comme la respiration. Mais pour le moment, je n'ai pas forcément besoin de quelque chose d'assidu. Par exemple, on ne se voit pas de façon hebdomadaire. Après, je ne suis pas con, c'est-à-dire que mes chakras restent ouverts. Si un jour je sens que j'en ai besoin, j'irai toquer à sa porte. Non, j'ai un préparateur physique, enfin qui fait partie du staff de l'équipe de France, mais avec qui je travaille de façon individualisée. J'ai une autre préparatrice physique qui est plus qui s'appelle Armel, qui est plus sur des spécificités, par exemple des trucs hyper précis. C'est pas le travail du diaphragme, l'ouverture scapulaire, des épaules, au niveau de la hanche, vraiment des trucs de très 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 précis. Et après, non nutritionniste, non, ça, non, ça, c'est pas pour moi. J'ai la chance d'avoir un métabolisme Ouais. qui est assez indulgent envers moi. Donc, non, non, je fais mes petits craquages quand j'en ai envie. Ça se retrouve pas trop sur mon organisme. Oui, puis au pire, il y a Instagram maintenant, il y a des conseils tout le temps. Exactement. Alors, tu as grandi en Guadeloupe, Mm. tu as joué très tôt, est-ce qu'on peut dire jouer à l'escrime? Pratiquer l'escrime? Ouais, Ouais, pratiquer l'escrime. On dit un assaut d'escrime. C'est un sport de combat, en fait. ouais, ok. Donc, un assaut ou un combat d'escrime. Un combat d'escrime, donc, enfin, J'ai en tout cas, commencé à ton me taper très premier. tôt. Voilà, on va dire ça. Mais depuis quand est-ce que l'escrime est une habitude dans ta vie, quasi au quotidien? On parlera de la Ah, période actuelle après, parce que là, je sais que c'est différent. ouais. Mais voilà, depuis quand est-ce que ça a pris cette place prépondérante dans ta vie? Alors, ça a très tôt pris une place prépondérante dans ma vie, dans le sens où j'ai commencé à escrimer à 5 ans. J'ai commencé la compétition à 6 ans. Et Ouais. du coup, j'ai commencé à faire des compétitions très tôt. Mais je me suis jamais entraîné plus de 3 fois par semaine jusqu'à mes 16 ans. Donc, en fait, je m'entraînais 2 fois par semaine, parfois trois. C'est pas mal déjà, non? C'est pas beaucoup. Ah ouais? Non, en fait, maintenant, je me rends compte que les jeunes, maintenant, ils sont très pros très tôt. Je vois des petits jeunes de 9-10 ans qui s'entraînent tous les jours, qui prennent la leçon individuelle, c'est-à-dire face au coach pour apprendre des techniques tous les jours. Ça se rapproche un peu du modèle du tennis et très jeune. Alors que moi, c'est totalement l'inverse. Et je pense que aujourd'hui, j'en tire les bénéfices parce que enfin, je suis toujours autant amoureux de mon sport. Je suis pas dégoûté. Du coup, j'ai été détecté assez tard, enfin, relativement tard, à 16 ans. Mais en fait, du coup, j'avais de l'espace mental pour arriver à être aussi assidu que je le suis maintenant. Et bah ouais, là, je suis entré à l'INSEP, donc l'Institut national du sport, d'expertise et de la performance, où s'entraînent la plupart des sportifs olympiques français. Depuis 2010, c'est Depuis ça, hein? 2010, Ouais, c'est bien, bien ça fait fait tes un moment. recherches. Eh oui, quand même! Ouais, ça fait un moment. En fait, j'ai quitté la Guadeloupe à 16 ans, donc en 2007. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner de façon bi-quotidienne.
et depuis l'INSEP, de façon bi-quotidienne, mais encore plus poussée. Et en fait, ouais, ça fait 15 ans que je m'entraîne comme ça et je ne suis pas lassé. Et je pense que c'est parce que ben, j'ai pas été pro trop tôt, ce qui m'a permis de conserver ce côté un peu enfantin qui fait que ben, je m'amuse autant, toujours autant dans ma discipline. Oui, puis d'évoluer dans ta pratique, quoi, du Ouais, coup. j'avais de la marge de progression. Mmh. Comment ça se passe le quotidien à l'INSEP? Même l'ambiance, tu vois? Parce que vous êtes, entre sportifs de haut niveau, j'imagine Mm. j'y suis allée une fois et c'est vrai que c'était assez incroyable, Mm. c'est une énergie quand même particulière. Comment ça se passe? Il y a plusieurs façons, entre guillemets, de vivre l'expérience INSEP. Il y a la totale expérience. En gros, l'INSEP s'organise un peu sur le modèle d'un campus américain. Il y a un internat, il y a un lycée, il y a un collège pour les plus jeunes, il y a quelques formations, des formations de journalisme, des DUT, des choses comme ça. Moi, j'ai fait mes études en dehors de l'INSEP à 10-15 minutes à peu près. Je fais des études de kinésithérapie. Donc, j'ai vécu à l'internat à l'INSEP. Donc, j'ai vécu 2 ans en coloc avec un de mes meilleurs amis. Ensuite, j'ai eu 2 ans en une chambre indive. Et c'est vrai que, bah, tu peux totalement vivre en autarcie à l'INSEP, c'est-à-dire que tu es là, tu es comme un cocon en pâte, tu arrives, on te fait, ta chambre tous les 2 fois par semaine. On est vachement protégé dans le sens où tu as pas forcément les contraintes de la vie quotidienne. À 24 ans 23 ans, je suis parti, je me suis mis en coloc et là, du coup, c'est la vraie vie, quoi. Tu te C'est fais la à vraie vie, ouais. manger, tu fais le C'est plus le ménage et Club Med tout. version sport. Exactement. Mais ce qui est cool à l'INSEP, c'est que, ben, en fait, c'est trop bien parce que c'est un peu la colo, tu vois? Enfin, tu es là, tu as fini l'entraînement, tu vas au self. Parfois, quand tu croises des potes, je sais pas, tu peux rester à tabler jusqu'à 20h30, 21h. Le week-end, tu vas te poser en salle de repos. Enfin, franchement, c'est trop cool. Et après, quand tu sors, là aussi, tu respires parce que, bah, je sais pas, tu peux avoir une vie un peu plus normale, quoi. Moins en autarcie, ben, tu es confronté à l'extérieur. Et je pense que c'est important quand tu fais un sport amateur comme le nôtre. En fait, ben, je fais de l'escrime, tu gagnes pas des milliers et des cents. Donc, tu sais que tôt ou tard, tu vas devoir basculer dans la vie entre guillemets normale, la vie active. Et moi, je trouve ça bien parce que ça te permet de garder un pied dans la réalité au final. Même en sortant de l'INSEP, en tout cas, en n'y vivant plus, tu y retournais quotididiennement? Ah oui, par contre, oui, aujourd'hui, je vis dans Paris et je vais quand même à l'INSEP tous les jours. J'y vais le matin, je rentre chez moi pour manger et je retourne, enfin, rentre chez moi ou bien je fais mes déj en dehors ou bien enfin, ou bien je vis ma vie, quoi. Et après, je retourne à l'entraînement. Mais ouais, par contre, j'y vais tous les jours, 2 fois par jour et j'ai à peu près une demi-journée de repos par semaine. Tu fais quoi alors quand tu ne travailles pas? Quand tu ne t'entraînes pas? Quand je m'entraîne pas, ben, je fais mes autres ouais, travaux. Je sais pas, je fais mes rendez-vous pro, je sais pas, je taffe sur mes trucs, mes projets perso, je sais pas, enfin, j'ai des photos à trier, à retoucher, à organiser, j'ai des prêts à faire. Enfin, du coup, quand je sens que je suis fatigué, j'hésite pas à rentrer chez moi et vraiment à me poser, taffer de chez moi, bien juste à faire la sieste parfois, tout simplement. En fait, je m'écoute vachement et sinon, si j'ai des trucs pro, ben, par exemple, j'ai entraînement le matin, je vais faire un déj pro, après je rentre chez moi, bien parfois je retourne directement à l'entraînement, ça dépend. Mais en fait, ce que j'adore avec mon quotidien, c'est qu'il y a zéro routine. Ah, c'est la Ça, question que je vais te poser, mais tu trop fort! Mes tests, tu l'as envoyé à la trappe ou Après, quoi? il faut savoir que j'ai mon propre podcast, du coup, j'essaie aussi Tu de. connais un peu Ouais, j'ai un petit le œil sur les transitions aussi. Mais ouais, c'est ça qui est cool, c'est que généralement, notre entraîneur, il fait l'effort de nous envoyer notre planning peut-être au minimum 2 semaines en avance, sinon 3-4 semaines. Et en fait, par exemple, si j'ai muscu le matin et escrime l'après-midi, le lendemain, je vais avoir cardio le matin et entraînement individualisé l'après-midi. En fait, en fait, chaque jour est différent, ce qui est hyper rafraîchissant pour l'esprit, mais ce qui, pour moi, est parfois frustrant parce que c'est compliqué de caler mes autres activités. Et en plus de ça, il y a ma vie de famille. C'est très important pour moi aussi de garder des moments où je peux aller récupérer ma fille à l'école où je peux faire des choses avec elle, je sais pas, par exemple le mercredi après-midi ou là après ce long tunnel qui était la préparation pour les Jeux de Paris 2024, j'ai enfin pu l'accompagner à des sorties à l'école, elle était trop contente donc non, enfin ouais, c'est un exercice de jonglage pour arriver à caler, en fait toutes ces facettes de ma vie, quoi. encore une question d'équilibre, Ouais, c'est ça, c'est finalement. hyper important. Alors, tu as confié, avoir tiré sur la corde, Ouais. puisque tu n'as pas pu, soigner tes problèmes de genoux avant les Jeux de Paris 2024. Heu, En fait, ce que je trouve, chouette et différent, c'est que tu partages sur ton compte Instagram notamment les difficultés aussi. Il y a pas que, la vie qu'on imagine, Mmh. d'un sportif de haut niveau qui en plus réussit. C'est encore assez rare, non, pour un sportif d'assumer aussi les difficultés, les parts un peu plus sombres, on va dire? Ouais. Alors je pense que
Ouais, les sportifs prennent de plus en plus la parole par rapport à ça, sont de plus en plus transparents, notamment parce que, ben, grâce aux réseaux sociaux, on peut, entre guillemets, «contrôler» nos canaux de diffusion. Après, on va pas se mentir, en étant athlète, on est un peu, éduqués dans cette culture de la difficulté, ouais, c'est dur, donc tu es dans le bon axe de travail, il faut pas montrer ses faiblesses. Moi, je suis ouais, comme tu disais, tout n'est pas noir ou blanc. Je pense qu'on peut trouver de la nuance dans ça. En fait, moi, je suis convaincu qu'un champion, c'est quelqu'un qui a su puiser en soi des choses que n'importe qui ne peut pas puiser. C'est ce qui fait la différence entre un athlète, entre guillemets, «lambda», un athlète de niveau et un champion. C'est pas une série de cardio où, en fait, tu es ton vélo et tu dis: «Ah, en fait, je pourrais m'arrêter». Parfois, tu le fais seul, il y a personne qui te regarde, mais en fait, tu le fais pas parce que quelqu'un va te dire non, tu le fais pour toi, parce que tu sais que c'est nécessaire. Et en fait, je pense que beaucoup d'athlètes fonctionnent comme ça. Ils ont une espèce de pacte, de contrat moral qu'on a envers soi-même. Je sais que même quand je suis malade, je vais m'entraîner. Pourquoi? Parce que même si je suis diminué physiquement, il y a toujours quelque chose à travailler. Je sais pas, peut-être la technique, peut-être la tactique, ou bien peut-être le fait de travailler quand tu es malade. Parce qu'il se passe quoi quand tu es malade et que tu es aux Jeux Olympiques? Ah non, je suis malade, bah désolé, je me lève pas, je vais pas. Bah non, en fait. Flemme. Bah non, t'as pas le choix. Et je l'ai même vécu aux Jeux de Rio, j'étais malade Ah pour ouais. l'épreuve par équipe. Bah, la veille, j'ai grelottais de froid sous ma couette, je me suis réveillé à 5 heures du mat, du grelottant, un Waouh. Doliprane, tu te lèves et tu vas faire de l'escrime, en fait. Et voilà, en fait, tu pas le choix, en fait, la compétition, elle va pas t'attendre. Donc et puis il y a aussi ce truc où, ne pas révéler un peu ses faiblesses parce que les adversaires peuvent en tirer parti. Donc ouais, il y a tout ça. Hem, mais après, je pense que c'est aussi, important de pas montrer que le côté, rose, que le côté, tout va bien, parce que ce serait mentir au final. Parce que les jeunes enfants qui nous regardent peuvent se faire un peu leurrer, et moi je dirais que les athlètes plus jeunes, quand ils veulent se lancer dans cette voie, ouais, il faut, pardon, il faut montrer un peu la totale expérience, parce qu'il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Tu as des jeunes qui mettent toute leur énergie dans le sport et qui parfois, quand ça fonctionne pas pour eux, se retrouvent un peu largués. Ils n'ont pas forcément fait des études, ils n'ont pas forcément de plan B, et là, ça devient compliqué, ouais. Ouais, puis de pas nous voir, comme, des super-héros non plus. Enfin, je trouve que c'est Mmh, intéressant. Nous, on vous voit toujours, en pleine, forme, en fait, mmh, de l'extérieur, en tout cas, en train de performer, et je trouve que c'est intéressant aussi de voir que vous restez des humains, même mmh. si effectivement vous avez, cette, persévérance et ce talent, quoi, finalement, cette force. Et donc en parlant de ça, tu entames, on l'a dit, une phase de rééducation suite à ton opération. Et moi, ce qui m'a impressionnée, en fait, c'est que tu dis, bon, tu vois, je t'ai un peu stalké sur Instagram, hein. Tu dis que tu es vraiment excitée par ce nouveau challenge, que ça constitue, enfin, que ça va te permettre aussi d'être un nouveau toi. Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien, tout ça? Comment est-ce que tu l'appréhendes? Bah, je me suis fait opérer à la mi-février. En fait, après les Jeux, j'ai pris, 3 mois off. J'en ai profité pour passer du temps avec ma famille, pour voyager avec mon père, pour, faire d'autres projets. Et j'ai essayé de revenir, donc on y allait progressivement, et en fait, j'avais toujours mal au genou. On a pris la décision avec tout le staff, j'en ai parlé autour de moi, de me faire opérer, parce que l'objectif clair, c'est d'aller, jusqu'à Los Angeles. Je pouvais pas serrer les dents pendant 3 ans comme j'ai serré les dents les 2 Ouais. dernières années avant les Jeux. Là, c'était juste pas possible, j'allais juste être malheureux. Et puis Heu, limite, peut-être, enfin, je ouais, mettre en danger mon c'est intégrité, ça, physique, ouais, bien ouais, sûr, ouais, franchement, moi, pour la suite aussi. ouais, ouais, bien sûr, j'ai Ouais. pas envie de finir, trop rapidement, tu vois, enfin, en fauteuil roulant, choses comme ça, tu vois? Je comprends. Non, non, j'ai pris le temps de me faire opérer. Et en vrai, en fait, c'est nouveau, et moi, tout ce qui est nouveau m'excite un peu. Donc j'en parlais avec mes potes, je dis: «Bah, voilà, au moins, j'aurais pu, vivre la full expérience d'un athlète de niveau, opération, rééducation, retour au plus haut niveau». Je suis quelqu'un d'assez, compétitif, d'assez orgueilleux, donc même dans ça, je me mets comme objectif, bon, OK, bah, voilà, je vais essayer de me prouver que je peux revenir à mon meilleur niveau, et j'espère peut-être même encore plus fort qu'avant mon opération, et c'est comme ça que je le prends. Mais je le prends, comment dire? Ah, j'ai 33 ans, je prends un peu plus le temps de revenir. Ça se trouve, ça me serait arrivé à 22 ans, je me serais buté toujours à la réathlétisation, à la rééducation. Là, j'y vais un jour sur 2, je fais les choses de façon sérieuse, mais je prends vraiment le temps de laisser mon tendon se reconstituer, et même aussi je sais pas, de créer le manque. En fait, il faut que le mental et le physique soient alignés. En tout cas, je prends le temps que ces 2 choses puissent, se construire, toutes les 2 de façon parallèle.
Doucement mais sûrement, comme on dit. Exactement, qui veut aller loin, ménage sa monture. Magnifique. On peut continuer longtemps comme ça. J'ai pas osé parce que... Bon bref, tu animes aussi le podcast Le Rebond justement, donc dans lequel tu interviews des sportifs de haut niveau sur leur rapport à l'échec. J'allais te demander quel est ton rapport à l'échec. Je pense qu'on a bien compris que pour toi c'était une autre aventure, un autre challenge, donc je trouve ça trop bien. Tu es un grand passionné de photos aussi. Tu as prévu d'exposer une série photo pour la première fois en 2026. Tu as sorti aussi des livres de photos. Euh, c'est un sacré rebond, ça, parce qu'il y a un moment aussi, tu dis que ça fait quand même presque 7 ans que tu fais de la photo Mhm. et que finalement, il aurait fallu, encore une fois, cette opération du genou pour pouvoir en faire quelque chose d'un peu plus professionnel. Mm. Qu'est-ce qui t'a donné envie, alors que tu étais déjà bien passionné Mm. par l'escrime, d'élargir, on va dire, ton champ de compétences et de... Bah, en fait, c'est ça, c'est que ça, c'est ma femme qui m'a ouvert les yeux sur ça. En gros, c'est tellement compliqué dans une vie de trouver une passion, quelque chose qui nous anime. C'est encore plus compliqué de vivre de cette passion. Moi, j'ai cette chance-là grâce à l'escrime. Et en fait, c'est ce qui est assez paradoxal avec la carrière d'un athlète, c'est qu'on a une durée déterminée, en fait. Et en fait, quand cette passion va s'arrêter, il va falloir que je trouve une deuxième passion qui m'anime tout autant et enfin, qui va réussir à me faire payer les factures du quotidien. Donc en fait, j'essaie de ne pas attendre que tout s'arrête pour me questionner. J'essaie vraiment de mener ces deux choses en parallèle, de front. Donc du coup, ouais, j'essaie vraiment de développer ma reconversion pendant que j'ai ma carrière parce que, en fait, moi, ma hantise, entre guillemets, c'est d'imposer à mon domicile, chez moi, à ma femme et à ma fille, ouais, un mec qui était hyper passionné, qui était hyper enjoué, qui finalement, après sa carrière, ben, traîne au lit, n'a pas envie de se lever, ne sait pas pourquoi il se lève, n'est pas drivé par la même chose. J'ai pas envie de perdre cette petite flamme en moi, donc j'essaie de mettre ouais, toutes les armes de mon côté pour, en fait, qu'une fois ma carrière sera terminée, bam, le rebond, il aura déjà été enclenché et que je puisse ben, continuer à être aussi exalté que je le suis en ce moment. Bon, ça fait 34 minutes 46 qu'on se connaît. Je te vois pas trop, je t'avoue, passer ton temps au lit et faire la sieste. Parce qu'il y a aussi, et c'est même pas fini, un documentaire, Mm. Fausse, c'est ça? Fausse. Fausse, qui sortira en Guadeloupe en septembre, en janvier en France hexagonale, qui a été donc coproduit et réalisé et écrit par toi. Qu'est-ce que tu vas raconter à travers ce docu? En fait, Foss, ça raconte le rapport à l'escrime de la Guadeloupe. Parce qu'il faut savoir que la Guadeloupe, c'est 0,5% des licenciés de la Fédé d'escrime pour 33% des médailles olympiques depuis 96, Ah oui, depuis le ok. sacre de Laura Flessel. Ouais. Donc en fait, moi depuis que je suis rentré en équipe de France à l'âge de 16 ans, on me dit pourquoi les Guadeloupéens sont si forts en escrime et tout. Donc je réponds de façon avec quelques éléments de réponse, mais je me suis dit, en fait, il Faut y a investiguer là. ouais, faut investiguer. Et puis surtout, il y a les maîtres d'armes, donc les coachs d'escrime, qui ont sué sang et eau pour que nous, notre génération, puissions avoir le retentissement qu'on a maintenant. Et il faut leur rendre justice. Ce sont des personnes qui commencent à être un peu âgées. Et c'est un peu le moment ou jamais. Donc voilà, on est allé tourner ça après les Jeux. En octobre 2024, on est parti en ride vraiment pendant 20 minutes, pendant 20 jours. Je me suis Ouais, dit, ouais. waouh, efficace. Pendant 20 jours en Guadeloupe, c'est une expérience exaltante. C'était vraiment hyper enrichissant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a vraiment deux axes par rapport à cette histoire. Il y a l'axe vraiment assez sportif avec les entraîneurs, Laura Flessel, la génération dorée avec ma génération, toutes ces personnes qui ont amené des médailles olympiques. Et en fait, il y a cet axe aussi, cet angle très, très historique, très culturel, avec l'héritage de l'esclavage. Nous, on est vraiment le fruit d'une espèce d'eugénisme. En fait, tu prends une population d'Afrique, tu la fais traverser l'Atlantique dans des conditions déplorables, seuls les plus forts survivent. Ensuite, dans les plantations de canne, les plus forts survivent encore, du coup, ils se reproduisent entre eux. Et en fait, on est le fruit d'un melting pot, d'un métissage. En fait, ça donne notre population. En fait, il y a tout cet héritage qui est hyper intéressant. Ah ouais. Et il faut savoir que cette équipe dont je t'ai parlé tout à l'heure, on est tous des amoureux de l'image. Donc, on a vraiment essayé de faire quelque chose de très beau, d'assez poétique. Donc, voilà, tous ces ingrédients, on les a mis ensemble. On, on a sorti un 52 minutes. On est vraiment sur la fin du montage là. Et pareil, la musique, c'est Manari, un ami à nous qui le fait. Il y aura de l'illustration. Enfin bref, on a essayé de faire quelque chose d'assez contemporain. Mais voilà, et ouais, c'est un projet. Bah, tu peux m'entendre parler, je pense, Ouais, ça qui donne m'anime vachement envie au en tout plus cas. profond. Ouais. Ouais.
Mais j'adore parce que tu me dis après les JO, j'ai pris vachement de temps et tout, et puis pour rien faire, une pause et au Ouais, mais pour final moi, vu que c'est comme je t'ai dit, pour moi, c'est oui, nouveau, c'est donc un c'est kiff en fait, j'ai aussi. pas l'impression de travailler. Ouais, 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 bah, je suis là, on est en réunion. Bon alors, tel jour on fait ça, ça, ça. Je fais: «Bah, OK les gars, let's go». tu Ouais, c'est trop bien. Je voulais parler là, tu as parlé de la musique Mmh. justement. J'ai vu que tu étais un grand fan de rap français, non? Ouais, Notamment Ninho. Du coup, ouais. j'étais très, très contente d'en parler. Tu du rap en t'entraînant? Ouais, en entraînant, en compétition, même dans la vie de tous les jours. Ma femme, elle me dit: «Mais comment tu fais pour écouter ça dès le matin?» Je dis: «Bah, je sais pas». En fait, j'écoute un truc calme le matin, bah, je sais pas, mon énergie va peut-être matcher, alors que si j'écoute des trucs un peu plus énergiques dès le matin, bah, moi, mon niveau, il commence très haut, tu vois? Donc bon, c'est pareil, c'est 2 salles, 2 ambiances, mais ouais, j'écoute de la musique, le matin et du coup, ma fille écoute de la musique avec nous dès le matin aussi. C'est quoi ton petit kiff du moment? Mon petit kiff du moment, ah, je vais devoir plonger dans ma playlist, je suis Bah oui, désolé. quand t'es arrivé, t'avais ta musique, donc j'ai Ouais, envie de ouais, savoir ce ouais. que t'écoutais. Alors, en ce moment, j'écoute, ah, il y a Theodora Bébétrix. Theodora Bébétrix, tac, 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 tac. Ah, Bushi. Bouchy, je connais pas. Bushi, Je c'est suis une incroyable. bouleuse. Ah, Bushi, c'est vraiment très fort. Je sais pas si vous allez pouvoir le monter après, mais si vous écoutez Immortel de Bushi ou MIA, MIA, il a samplé MIA, enfin, Bushi, c'est vraiment, cet album-là et le précédent, c'est vraiment très fort. Et après, il y a des petits trucs que j'aime bien, Nono La Grinta, tout ça. Ninho aussi. Ninho, c'est vraiment ma chanson ma chanson de compétition, ouais. Laquelle? Du coup, tu vas me faire plonger dans ma playlist de Non, compétition. pardon. C'est marrant parce que moi, Ninho, l'album Destin, c'est mon album de sieste. Donc Ah tu ouais? Oh, de sieste. ouais, c'est bizarre. Mais du coup, c'est dommage que ça donne pas le même résultat. Non, ma chanson de compétition, c'est Vinicius de Ninho. OK, Franchement, je celle-là, elle comprends, ça me motive. en fait, il y a un truc un peu passif-agressif. Tu sais, la prod, elle est assez calme, mais même dans son phrasé, il y a un truc genre: «Je suis calme, mais je vais te faire». Et du coup, ouais, c'est cet état d'esprit quand je rentre sur la piste, je suis calme, mais je suis calme et je suis déterminé à faire tout ce qu'il faut pour gagner, quoi. Donc maintenant, pareil, je suis en rééducation, mais je suis prêt à en découdre. Je Ouais, reprends tes mots ouais, encore. c'est exactement ça. Et enfin, il y a la mode. Mmh. Tu quand même, accessoirement défilé pour Louis Vuitton en Ouais. automne-hiver 2024. En plus, c'était, avec, Pharrell Williams. Est-ce que tu ressens la même adrénaline? Je me demandais avant d'entrer sur une piste d'escrime, avant le défilé? Ouais, ouais, totalement. Ouais, ouais, parce qu'en fait, il y a toujours ce truc où tu te dis, «Ouais, bon, en fait, là, je vais marcher, mais il y a beaucoup de gens qui vont me voir, en fait». Et contrairement à l'escrime, je sais marcher, mais défiler, je suis pas mannequin, en vrai. Je suis pas mannequin, je me suis dit: «Bah, écoute, tu vas pas t'inventer une démarche que tu n'as pas, donc tu vas juste marcher, comme tu le fais, naturellement». Et en vrai, j'ai vraiment un moment qui est gravé dans ma tête, c'est voilà, je suis là, je suis devant les portes, et là, il y a Pharrell à ma gauche qui mate sur les écrans, que le défilé se passe bien. Et là, il tourne la tête pour le prochain mannequin. Là, il me reconnaît, du coup, il voit que c'est moi. Et là, il me fait, «Let's go, let's go, let's go, kill this!» Tu sais, comme un capitaine d'équipe, tu vois? Et là, il me check. Là, je me suis Trop dit: stylé quand même. «Ouais», là, je me dis: «Allez, let's go, le capitaine, il me fait confiance et tout». Donc ça m'a donné un coup de boost je me suis mis dans mon personnage que je ne suis pas et j'ai commencé à marcher et c'était trop cool. Et par la suite, après, il y a en fait, quand la pression qui redescend, en fait, tu as tous les gens du studio qui se prennent dans les bras. En fait, c'est comme après une compétition, en fait, et il y a ce truc un peu d'exaltation où la pression redescend. Après, tu as l'excitation, il y a un peu l'after party et tout. Et ça, ouais, j'ai retrouvé un peu le champ lexical du sport. Ouais, c'est marrant parce qu'on fait On pas ne dirait forcément le pas, ouais. lien, quoi. Ouais, on se rend pas compte, hein, parce qu'on va se Ouais. défiler, tout est contrôlé, tout est hyper lissé, alors que en coulisses, en fait, c'est un peu l'effervescence. Alors que j'ai été agréablement surpris dans le sens où chez Vuitton, en tout cas de ce que je connais, dans les coulisses, c'est l'effervescence, mais une effervescence contrôlée. C'est-à-dire que tout le monde a un regard sur tout, mais c'est pas ce qu'on pourrait penser, c'est pas l'anarchie, quoi. Mmh. En fait, il y a beaucoup de monde, mais chaque personne sait exactement ce qu'elle a à faire. Et du coup, tu sens que c'est une machine, en fait, qu'il y a plein de rouages différents et que tout s'enchaîne Et que de ça façon roule, hyper quoi. naturelle, ouais. Trop bien. La mode, ça fait partie de ton quotidien? C'est un truc important dans ta vie? Oui, quand même. Ben, là, je porte un t-shirt que j'ai designé. Trop cool! Ouais, c'est une Encore une corde à ton ouais, c'est un arc. magazine italien qui s'appelle NSS qui l'an dernier a demandé à des créatifs parisiens d'interpréter un peu le terme, c'était quoi? Te amo Paris, Paris je t'aime.
Et du coup, c'est une photo que j'ai prise sur un défilé de mode. C'est une chanson de Junior Bando qui s'appelle Paris c'est chic. Je sais pas, j'avais dans la tête. Je sais pas, j'ai vu cette photo un peu floue d'un mannequin. Du coup, voilà, j'ai mis ce truc de graphisme autour. Et ouais, c'est pas important parce que, en fait, la mode, pour moi, c'est quelque chose de social. Je sais pas, j'adore me poser dans la rue, par exemple dans le Marais, côté Répu. Tu vois, tu te poses en café, là, tu vois, c'est hyper inspirant. En fait, tu vois les gens passer avec chacun leur code. Et en fait, c'est drôle parce que quand tu vois une personne, tu peux te représenter un peu dans quelle catégorie socio-professionnelle elle évolue. Enfin, je veux dire un truc hyper bateau, mais par exemple, les gens sur les tournages qui bossent dans la tech, tu vois, qui font la prod, tu vois, ils sont tout en noir, de l'habit technique, avec des mousquetons, Des des Salomon. Salomon, exactement, tu vois. Enfin, c'est trop cool, tu vois, la Gen Z avec, je sais pas, leurs baggy, leurs mocassins, les chemises, cravates. Enfin, je sais pas, il y a des choses il y a vraiment des courants qui se qui émergent et je trouve ça hyper cool que chaque façon qu'une personne a de s'approprier ça. Et puis aussi, c'est une sorte de truc, ça peut être une sorte d'armure aussi. Et moi, je sais que quand je suis bien habillé, enfin, je me sens bien dans mes baskets, il y a peut-être ouais, ce petit capital confiance qui émane. Et aussi, ce que j'aime aussi, c'est de ne pas être cantonné à un seul style. Et bon, c'est peut-être un peu bateau, mais un mec genre, qui pour moi, vraiment, comment dire, représente cette versatilité, c'est Issa Proki. Enfin, je sais pas, à un moment donné, il peut être en costume de mafioso des années 20, hyper large, mais il peut être en slim, Avec un ouais, avec foulard. un foulard, en slim, cuir, tout ajusté, avec, je sais pas, ou bien en baggy déchiré, ou bien, enfin bref, en fait, il a une versatilité qui est hyper, qui est hyper inspirante. Et après, tu as un côté, tu as un mec comme Tyler, the Creator, qui a son esthétisme qui n'appartient qu'à lui, un peu dandy chic, qu'il arrive à insuffler dans du Vuitton, dans du Converse, dans plein de marques différentes. Et en fait, ouais, je pense qu'il y a plein d'inspirations à trouver de pas mal de choses différentes. Ouais. C'est marrant que tu parles d'armure en tant Ouais, qu'escrimeur. On y revient, c'est le champ la lexical du boucle est bouclée. chevalier. Exact. Encore et toujours. J'ai envie de savoir qui est surtout ta plus grande inspiration au quotidien, en général dans ta vie, pas forcément dans l'escrime. Ça peut Euh, être dans l'escrime d'ailleurs, hein, aussi. ouais, enfin, j'ai plein d'inspirations au quotidien. Je pense que enfin, ça va te paraître cheesy, hein, mais il y a ma femme, Bah non, déjà. mais c'est plutôt rassurant, non? Ouais, il y a ma femme qui a une marque de bijoux éponyme qui s'appelle Kitsy Martin Studio. Et en fait, moi, ma femme, quand je l'ai rencontrée, elle était pas du tout dans ça. En fait, elle a eu plusieurs carrières. Elle était designer en maison. Ensuite, elle est devenue professeure de yoga. Entre-temps, elle a eu sa marque de maroquinerie. Et là, elle a sa marque de bijoux. Et ça devient, en fait, ben, j'étais aux prémices enfin, on était déjà ensemble quand elle a créé sa marque de bijoux. En fait, j'ai vu ce truc évoluer ben, elle faisait des bijoux dans notre salon. Et maintenant, elle a ses bureaux à Voltaire. Elle a une équipe de 8 personnes. Elle a du coup des problématiques de CEO, tu vois, des trucs de management, etc. Et en fait, c'est trop bien parce que elle a vraiment une vision à 360, c'est-à-dire qu'elle continue à créer les bijoux, la main sur l'artistique, mais autant sur la communication, que sur la marketing, que sur le business plan. Enfin, et c'est hyper intéressant. Je pense que ouais, bah déjà, c'est elle qui m'a sensibilisé à l'art parce que c'est vrai, c'est elle la vraie artiste de la famille. Elle a fait les arts déco de Paris. Et ouais, c'est hyper inspirant de voir comment elle arrive à mener tout ça de front, plus notre vie de famille. Donc, il y a ça. Et après, il y a tous mes potes au quotidien qui font partie un peu de ce microcosme parisien, mais qui sont très, très low-key. En fait, c'est des mecs, enfin, je sais pas, tu vois pas leur tête sur leur Insta. Je pense à Félix, Ben, Steven, tous ces gars-là. En fait, c'est des mecs en fait, qui font des trucs de fou, mais tu vois jamais leur tête. En fait, tout un peu dans l'ombre et je trouve ça hyper impressionnant. Avant de finir, Enzo, c'est quoi la pire mauvaise habitude dont tu n'arrives pas à te débarrasser? Elle est dure celle-là. Ouais, elle est dure. Ouais, il y en a plein. J'ai plein de salmanie, hein. Enfin, parfois, je me mets je pense sur Instagram et je rentre dans des vortex. Je me dis, ouais, je me détends pendant 2 minutes. Il y en a 20 qui sont passés. En fait, heureusement, je pense que je n'ai pas TikTok. Parce que pour le coup, TikTok, ça ne me parle pas. Heureusement, ouais, mon vice caché, c'est Instagram. En même temps, c'est paradoxal parce que je m'en sers beaucoup d'inspiration, tu vois. Donc, il y a ça. Mais ouais, je pense que ça doit être ça. Il y en a une que tu aimerais garder d'habitude, que tu ne voudrais pas abandonner? Une habitude que je voudrais pas abandonner, ouais, écouter de la musique tout le temps, partout. Bon, ça va, ça a pas l'air trop difficile à tenir. Ouais, 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 c'est ça, mais peut-être que parfois je suis moins concentré quand j'écoute de la musique, mais je sais pas, ça m'apporte trop de joie dans ma vie d'écouter de la musique. Donc, parfois, je sais pas, je sors de chez moi, j'ai peut-être marché 5 minutes, je me rends compte que j'ai oublié mes écouteurs, ben, je remonte, c'est mort. Je ne passe pas une journée sans écouteurs, c'est absolument hors de question.
Bon, bah, merci beaucoup Enzo. En tout Merci cas, à j'ai toi. passé un super moment avec toi. C'est hyper inspirant, franchement. Vous qui nous écoutez, qui nous regardez, je pense que vous avez beaucoup de devoirs. Là, il y a le docu bientôt, il y a le podcast, Ouais. il y a l'expo de Ouais. photos. On veut être au courant de tout ça, des prochaines deadlines. On le Mhm. mettra en description de l'épisode. Merci à vous, en tout cas, d'avoir écouté, regardé cet épisode de La Routine. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur Spotify. Enzo, merci encore beaucoup et à très vite, j'espère. Merci beaucoup.